Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans Focus économique. Résiliente et robuste, voilà comment Fitch Solutions décrit l'économie marocaine dans son dernier rapport. Un rapport qui met en évidence l'impact positif des politiques monétaires et budgétaires expansionnistes du Maroc. Selon Fitch Solutions, la baisse des taux d'intérêt et le recul de l'inflation ont créé un environnement favorable pour les investisseurs au Maroc et stimulé la demande intérieure. Économie marocaine, quel bilan en 2024? Quelles perspectives? On en parle aujourd'hui avec Monsieur Moustapha Al-Jay. Vous êtes économiste, vous êtes également professeur universitaire à la faculté de Ain Sebaa à Casablanca. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Bonjour, tout le plaisir est pour moi. Je vous remercie Madame Khamlichi pour cette invitation. Alors nous allons parler de ce rapport qui parle de cette économie marocaine aujourd'hui résiliente face au choc et cette projection de croissance qui devrait se situer à un peu plus de 3% pour ce deuxième semestre de l'année 2024. Que pensez-vous de ce chiffre? Alors tout à fait, donc comme vous le savez, le Maroc a connu durant l'année 2024 une croissance qui reste correcte en dépit, de la conjoncture internationale, en dépit également de la sécheresse. Et il ne faut pas oublier que ça fait la 5e ou 6e année de sécheresse consécutive avec toutes les problématiques que ça crée. Et si on exclut un petit peu, si vous voulez, la production agricole, le taux de croissance marocain devrait être au-delà, si vous voulez, des 2,1 qu'on prévoit donc pour 2024, vu un petit peu la performance d'un certain nombre d'activités, de secteurs, puisqu'il y a pas mal de secteurs qui sont au vert. Je rappelle tout simplement tout ce qu'on appelle les nouveaux métiers mondiaux du Maroc, comme l'automobile, où pour la première fois on atteint 150 milliards de dirhams d'export, c'est très important, l'aéronautique, le textile, qui reprend un peu. Et si vous voulez, en dépit de conjoncture et de ce qu'on appelle un petit peu les tensions externes qui peuvent aussi impacter le Maroc, et en dépit de tout ce que je viens de citer, je rajoute aussi le triste événement, si vous voulez, de l'Haouz et de tous les chantiers gigantesques que le Maroc ouvre, le taux de croissance me semble satisfaisant. Mais il y a un grand mais, c'est que c'est une croissance qui, malheureusement, n'a pas généré suffisamment d'emplois. Oui, il faut parler d'une croissance inclusive. Effectivement, ce paradoxe entre croissance positive et un taux de chômage très élevé. Nous avons vu, c'est un petit peu le point faible, je dirais même, de ce gouvernement. D'ailleurs, on a vu pour les années ou les mois qui restent au mandat du gouvernement, la priorité va être donnée à l'emploi et à l'investissement. Et l'emploi ne peut pas se décréter, il ne peut se créer que par l'investissement, surtout privé. Qu'on change de paradigme, qu'on passe un petit peu au niveau de l'investissement. On en parlera peut-être dans le déficit, 2 tiers l'État, 1 tiers le privé. Il faut inverser la tendance et ce n'est que le secteur privé, l'auto-emploi et de la croissance inclusive qui peut un petit peu absorber ces marées humaines qui viennent chaque année, sachant que ce taux, en dépit de ce que j'ai dit tout à l'heure, reste très faible par rapport, aux prévisions du gouvernement, on a parlé de 4%, et aux prévisions de nouveaux modèles de développement dans lesquels on s'inscrit, où on doit être entre 5 et 6% pour pouvoir, si vous voulez, atteindre le niveau des pays émergents et absorber des centaines de milliers, on parle de 300 000 jeunes qui viennent sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce qui a freiné cette croissance, justement? Pourquoi on n'a pas atteint ces 4% qu'on attendait? Écoutez, comme je vous ai dit, d'abord, il y a les tensions géostratégiques, que vous connaissez tous. La guerre en Ukraine, elle s'enlise, avec toutes les conséquences inflationnistes qu'on a vues. Deuxièmement, la faiblesse, si vous voulez, de la demande européenne, parce que le Maroc dépend de ces pays-là. En plus, vous avez également, et malheureusement, je dirais, la catastrophe de la sécheresse consécutive. Ça fait la 6e année, donc avec toutes les conséquences sur le monde agricole. Et le PIB dans le monde, le secteur agricole dans le PIB représente pratiquement 17-18%.
Donc, il y a plusieurs facteurs externes et internes. Et c'est pour cela que je dis, et puis on sort aussi, je ne vais pas faire d'histoire, on sort de 2 années de Covid, on a à peine remonté la tête, il y a la guerre d'Ukraine. Donc c'est aussi je dirais, des facteurs exogènes et bien évidemment aussi des facteurs internes, notamment ce que je disais tout à l'heure, les années consécutives de sécheresse. Une conjoncture internationale un peu compliquée, en tout cas au niveau de l'économie. Exact. Et manque de visibilité. Un manque de visibilité, une économie incertaine, mondiale. Mais le Maroc reste aujourd'hui en tout cas résilient face à ces chocs externes et également internes, en parlant de la sécheresse. Toujours selon ce rapport, le déficit du compte courant se réduit, en tout cas d'1% par rapport au premier semestre. Qu'est-ce qui explique cette réduction? Quels facteurs ont mené à ces conclusions? Voilà, donc ce déficit s'améliore d'abord parce qu'il y a une certaine, je dirais, rigueur dans la gestion des dépenses. Il y a également ce qu'on appelle le secteur des services qui s'est amélioré. Donc avec selon les statistiques de l'Office de change, nous avons vu par exemple que le flux, si vous voulez, du secteur touristique atteint des niveaux très importants, on parle de 140 milliards. Il y a également, si vous voulez, dans ce déficit, la maîtrise, si vous voulez, des dépenses publiques, en dépit, donc, il ne faut pas oublier que nous sommes dans une volonté royale où il y a des dépenses sociales assez importantes. On parle de 54 milliards juste pour le côté sécurité sociale. Donc ça, c'est un facteur important. Et bien évidemment, quand on voit un petit peu, quand on analyse même, si vous voulez, la balance des comptes courants, on voit, il y a un autre facteur qui nous a beaucoup aidé, c'est également le transfert des Marocains du monde. Pour la première fois, on a atteint 114 milliards de dirhams. Donc il y a des facteurs qui sont internes, et bien évidemment des facteurs aussi, on peut dire externes entre parenthèses, qui ont aidé le Maroc à améliorer, si vous voulez, sa balance de paiement. Justement, pour rester dans ce déficit du compte courant, donc le rapport, en tout cas, prévoit pour l'année 2025 de le réduire à 1%. Quelles conditions doivent être réunies l'année prochaine pour pouvoir atteindre cette projection, on va dire? Est-ce qu'elle est bonne? Oui, et elle est bonne, et on le dit, il y a d'abord des chantiers auxquels le gouvernement est en train de s'attaquer pour améliorer davantage ce déficit. D'abord, finaliser la réforme de la TVA et surtout, moderniser toute l'administration fiscale pour qu'on puisse un petit peu améliorer les recettes. Et c'est le cas, on a vu que les recettes se sont améliorées. Une bonne maîtrise et restriction des dépenses courantes, c'est très important. Et la nouveauté, c'est ce qu'on appelle les financements innovants. Nous avons vu, par exemple, maintenant, il y a beaucoup de projets, notamment dans l'exemple du secteur médical, où l'État a créé des structures, c'est comme un petit peu ce qu'on appelle les OPCI et les structures qui détachent, l'État cède le côté immobilier, les bâtisses, à des structures avec des montages financiers pour les mettre sur le marché financier. Et cela réduit un petit peu ou améliore les recettes de l'État et partant réduit le déficit des comptes courants. Vous parlez tout à l'heure d'augmenter les investissements privés pour donc générer plus d'emplois et donc une croissance plus importante. Comment aujourd'hui, on va dire, les autorités pourraient-elles concilier les objectifs de consolidation budgétaire avec ceux de l'investissement? Alors, comme vous savez, donc, pour l'investissement, je parle de l'investissement privé, il y a maintenant une nouvelle charte d'investissement qui devrait normalement, et c'est le cas, on voit déjà par le nombre de projets agréés par la commission d'investissement pratiquement chaque mois. Il y a la charte d'investissement qui devrait booster l'investissement privé et national et bien sûr étranger. On peut peut-être revenir aux IDE également. Et sur les contraintes budgétaires, je pense que l'État va continuer à mener un petit peu les chantiers sociaux. Il y a encore des grandes réformes qui sont en train de venir. Et pour concilier les deux, comme je dis, au moins pour faire face à ces dépenses
publique importante. Il y a l'autre côté, c'est améliorer la recette fiscale, la rendre plus rationnelle, élargir l'assiette fiscale. Il ne faut pas que ce soit toujours les mêmes qui payent. Il faut l'élargir avec plus de transparence. Et peut-être un volet important auquel le gouvernement va s'attaquer, c'est peut-être l'intégration progressive de l'informel. Et on le voit maintenant, parce qu'ils ont vu qu'ils ont des avantages, ils ont une sécurité sociale, ils ont une prise en charge en cas de maladie. Ils ont tout intérêt, moyennant une cotisation symbolique, à bénéficier d'un certain nombre d'avantages sociaux. Donc, ces deux chantiers vont de pair pour essayer d'atteindre un petit peu cet objectif. Élargir l'assiette fiscale, intégrer l'informel, vous l'avez dit, l'informel qui représente un peu plus de 70% au Maroc. Et justement, pour conclure et pour rester sur les investissements, et notamment les investissements directs étrangers, comment rendre, on va dire, la destination au Maroc plus attractive davantage? Qu'est-ce que fait aujourd'hui le Maroc pour les attirer davantage, pour pouvoir combler et maintenir cette balance et cet équilibre économique? Alors, on constate donc depuis quelques années d'abord une certaine dynamique, si vous voulez, au niveau de ce qu'on appelle doing business, donc l'environnement des affaires. Même le rating du Maroc s'améliore. Il y a une grande réforme qui a été faite. Il y a encore des efforts à faire en termes notamment de la justice, en termes notamment de ce qu'on appelle l'arbitrage, etc. Il y a plusieurs volets. L'accès au foncier, il y a donc plusieurs chantiers qui vont faire. Il y a la charte d'investissement, qui est donc, si vous voulez, un grand socle qui offre beaucoup d'avantages à des investisseurs aussi bien locaux qu'internationaux. Pour les IDE, juste pour vous donner un chiffre, déjà fin mai, les chiffres de l'Office de change, on est à 10 milliards, contre 4,8 milliards en 2003. Donc pratiquement, on a doublé. Et normalement, on devrait atteindre facilement, d'ici la fin d'année, 20 milliards de dirhams, sachant que le potentiel du Maroc, le Maroc maintenant est un hub aussi pour l'Afrique. Donc tous les grands groupes, on l'avait vu récemment, pas plus tard que cette semaine, il y a eu 3 grands événements en Asie. Donc je sais que le chef de gouvernement a été, je pense, en Chine. Il y a aussi un autre événement qui a été en Indonésie. Donc l'Afrique intéresse beaucoup d'opérateurs, pas forcément beaucoup de grands investissements, notamment la Chine, d'autres pays asiatiques. Et la porte d'entrée pour l'Afrique, c'est le Maroc. Et on l'a démontré avec les grands chantiers structurants ici par Sa Majesté. Donc il y a d'abord le grand chantier du port de Dakhla, qui va permettre l'accès à beaucoup de pays africains, si vous voulez, à ce port-là et au monde. Il y a également, bien sûr, le port de Tangemed qui est là et qui a déjà fait ses preuves. Et il y a des grands chantiers structurants qui vont venir, sachant que d'ici 2030, nous avons aussi des projets gigantesques. Et le Maroc a vraiment plusieurs atouts donc pour être la porte d'entrée à l'Afrique. La porte d'entrée, effectivement, une situation géographique incontournable, un hub aujourd'hui au niveau international. Merci à vous, Monsieur Moustapha Aljei. Je rappelle que vous êtes économiste, vous êtes également professeur universitaire à la faculté de Rinsba à Casablanca. C'était un plaisir. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci beaucoup. C'est la fin de Focus économique pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec un nouvel invité. Très bonne journée. Merci pour votre fidélité.